Bonjour Charles-Henri Gallois, bonjour, vous représentez Bonjour. le mouvement Génération Frexit. Je vais vous donner la parole dans un instant, mais j'ajoute simplement cette information, ça complète ce que nous avons évoqué tout à l'heure avec Jean Peyrelevat dans le dossier Bridgestone. La cessation d'activité à Béthune, seule option pour la direction du groupe. Ça vous inspire quelque chose puisque Frexit, sorti de l'Europe, c'est ce que vous souhaitez, sorti de l'euro, de l'Europe, vous avez des arguments à faire valoir dans ce domaine. Vous dites en substance, ça nous aidera à redévelopper un outil productif. Exactement. Alors nous, on souhaite avant tout mettre dans le débat politique français, dans le débat public, la question du référendum sur le Frexit et d'inviter tout le monde à se positionner dessus. Et évidemment, on reste et on est pour le Frexit, et je pense que c'est symptomatique, en fait, cette usine. Et vous voulez poser la question aux Français. Exactement. C'est ça. Poser la question aux Français et même à tous les mouvements pour qu'ils se positionnent là-dessus. Et cette affaire est effectivement symptomatique du problème français. J'entendais votre invité précédent parler du problème de compétitivité français. On ne peut pas poser cette question sans parler de l'euro qui est surévalué à 15% pour la France. Et donc, évidemment, c'est un coût énorme. Les 20 milliards de baisse d'impôts sur les productions n'est rien comparé aux gains de compétitivité qu'amènerait une sortie de l'euro. Et il y a aussi toutes les problématiques du marché européen et du libre-échange, parce qu'on parlait du dumping chinois, mais il ne vient pas de nulle part. Qu'a répondu l'Union européenne? Elle n'a pas répondu, on arrête ça. L'Union européenne, récemment, a fait un nouvel accord avec la Chine pour augmenter les échanges commerciaux. Là, on a du mal, on est obligé de vous rendre un point, parce qu'on a du mal à comprendre la position des Européens qui, en effet, à la différence des autres grandes régions économiques, ne se protègent pas. Et ne pas se protéger. Alors, je ne suis pas sûr que le Frexit soit une solution, mais en tout cas, la protection, c'en est une. Alors, est-ce que malgré tout, dans la crise qu'on traverse, l'Europe n'a pas joué un rôle positif avec une capacité à financer les plans de relance, les plans de résilience, comme on le disait tout à l'heure? On a un emprunt géant, là, et c'est vrai que l'Europe, c'est vrai qu'à 27 ou à 26, on est plus solide pour emprunter, en tout cas, on a une crédibilité plus grande que tout seul. Je vais vous répondre, je suis désolé, que c'est faux en fait, parce que la France seule emprunte à 10 ans à des taux négatifs, moins 0,2%. Donc c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent quand on emprunte. L'emprunt de l'Union européenne, vous savez à combien est le taux? Plus 1,15%. Donc ça veut dire que non seulement il va falloir rembourser le capital, mais il va falloir rembourser des intérêts, ce qui n'aurait pas été le cas si la France avait emprunté elle-même. Et ça va même au-delà de ça, puisque... évidemment, il y a une partie don quand même. Alors oui, pour le moment, je vous le concède, c'est des promesses de dons. Les dons, ça ne veut rien dire en fait, parce que les dons, qui va les payer? Ce sont les États membres. Et la France, on parle beaucoup de la France qui reçoit 40 milliards d'euros. Mais la réalité, c'est qu'en capital plus intérêt, pour financer ce plan européen, la France va payer 80 milliards d'euros. Vous connaissez bien le monde de l'entreprise. Est-ce que vous connaissez un seul investisseur qui investirait 80 milliards pour en retourner 40 milliards? Nulle part. Et c'est là que c'est absolument dingue qu'Emmanuel Macron ait signé ce plan, parce qu'il n'y a aucun chef d'entreprise digne de ce nom. Je suis étonné d'ailleurs que votre invité précédent ne l'ait pas évoqué. Il faut regarder le contrat et qui paye. Quand on donne, c'est comme si je vous donnais 80 euros, vous m'en rendez 40, et vous voyez, c'est formidable. Non, c'est pas formidable. La France est le dindon de la farce là-dedans, puisqu'on comprend que l'Allemagne consente à payer parce qu'elle veut maintenir un système de l'euro et du marché unique qui est favorable. L'euro est calé sur, on peut dire, les intérêts allemands. Exactement. Bon. Alors que la France va payer pour un système de l'euro et du marché unique qui lui nuit. Et ça va même plus loin que ça, parce que les 40 milliards en question, vous n'en avez même pas la libre utilisation. C'est-à-dire que l'Union européenne va décider des projets d'investissement, et en contrepartie, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient non, ce n'est pas vrai, etc. Vous avez vu le dernier communiqué de presse de l'Union européenne. En contrepartie, l'Union européenne va pouvoir imposer des réformes économiques et sociales à la France. Donc en fait, vous payez, vous surpayez les menottes qu'on va vous mettre. C'est absolument dingue. Je vous interromps une seconde, on écoute Agnès Borne et Agnès Pannier, puis on se retrouve après. Bien, alors, Charles-Henri Gallois vient d'écouter les deux ministres qui nous annoncent une réunion avec l'actionnaire. Bridgestone, c'est une entreprise japonaise, sans doute à Bruxelles. Il y a une dimension européenne, précisément, c'est notre sujet, une réunion physique dans le courant du mois prochain, mais en même temps, il y a ce communiqué, et ils nous disent que tous les scénarios vont être envisagés, en même temps, il y a ce communiqué, j'y vois un élément de contradiction, de la direction de l'entreprise qui dit « Le projet de cessation totale d'activité est toutefois la seule option qui permettrait de répondre à la surcapacité de production structurelle de Bridgestone ». Alors, il ajoute un peu plus loin, il y a des projets alternatifs, on verra si on peut les
accompagner, hein, pour dire les choses simplement. Enfin, bon, à ce stade, pas de solution immédiatement visible. Écoutez, moi j'ai vu, comme d'habitude, l'impuissance incarnée. C'était la même chose, rappelez-vous, en fait, on a des dirigeants qui ne décident plus. On a des dirigeants comme Bruno Le Maire qui supplie de ne pas employer de travailleurs détachés. On a cette ministre qui nous explique qu'on va récompenser les entreprises qui jouent avec telle ou telle règle. Mais la problématique, c'est qu'elles jouent dans ces règles. Et ces règles sont précisément les règles du marché unique et les règles de la concurrence de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre le contrôle. C'est pour ne plus avoir des dirigeants qui soient là à commenter l'actualité, à supplier, à demander, mais des gouvernements qui puissent agir. Et on a vu un sondage récent qui montre d'ailleurs que 65% des Français veulent plus de souveraineté, quitte à empiéter justement sur l'Union européenne. Et c'est ce qui doit être fait si on veut vraiment avoir des dirigeants qui nous gouvernent et non plus des commentateurs de l'actualité. Je reviens au marché, là. Je reviens au marché. Vous avez entendu ce que disait Jean Perlevat tout à l'heure, c'est aussi ma conviction. En fait, la politique chinoise dans ce domaine, elle menace directement nos champions. Oui. Vous avez Bridgestone à Béthune. Moi, je pense à Michelin. Clermont-Ferrand, un peu partout. C'est une entreprise mondiale. C'est une entreprise qui est un leader sur son marché, y compris en termes d'innovation. Et la question que je vous pose, à vous qui défendez le Frexit, c'est est-ce que l'Europe n'est quand même pas l'espace pertinent le plus efficace pour protéger nos champions ? Vous savez quels sont les droits de douane extérieurs moyens de l'Union européenne ? Non, mais... C'est 2,4%. Oui, j'allais vous dire marginaux. Voilà, ce sont les plus faibles du monde. C'est d'ailleurs pour ça que le Royaume-Uni, dans le cadre du Brexit, n'est pas du tout effrayé d'une sortie sans accord, contrairement à ce qu'on a bien voulu faire croire. C'est l'Union européenne qui a peur de perdre le marché britannique. Les Britanniques pourront exporter vers l'Union européenne, comme peuvent le faire les Chinois, sans avoir nécessairement un accord de libre-échange. Je reviens à mon affaire Michelin, là. Il faut protéger cette entreprise. Évidemment qu'il faut protéger, mais malheureusement, dans le cadre de l'Union européenne, vous savez que toute la politique dite commerciale, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Et donc, elles peuvent... dire ce qu'elles veulent, elles peuvent s'agiter autant qu'elles le veulent. Si on ne remet pas en cause ces règles-là européennes, si on ne reprend pas le contrôle, on peut dire tout ce qu'on veut. Comme votre invité précédent, on peut dire il faudrait, il y a qu'à Faucon. Mais la réalité, c'est qu'il faut reprendre le contrôle sur notre politique commerciale. Et ça, il n'y a pas 50 000 façons de le faire. C'est justement... Cas de figure, nous revenons au franc, c'est ce que vous souhaitez. Oui, enfin, nouveau franc, oui. Monnaie faible. Monnaie faible, malgré tout. Est-ce qu'on ne va pas retomber dans les travers qu'on a connus par le passé? Une monnaie faible, des importations qui nous coûteraient très cher, des dévaluations successives qui viendraient ruiner d'ailleurs les efforts en matière d'investissement de nos industriels. Vous savez, une monnaie faible ou forte, ça ne veut pas dire grand-chose. Une monnaie, elle doit être adaptée aux structures de l'économie. Si on parle de monnaie faible, monnaie forte, il suffit de regarder l'évolution du franc par rapport au Deutschmark. On était passé de 1 franc, de 1 Deutschmark égale 1,5 franc en 1970, 12 ans plus tard, en 1982. C'est le double. C'était le double. Oui, le double. Et la croissance sur la même période, qui avait la meilleure croissance, c'était la France. Donc en fait, le fétichisme de la monnaie, ça veut absolument rien dire. C'est comme si vous demandiez, par exemple, à quelqu'un qui chausse du 45 de mettre du 40 et vice-versa. En fait, une paire de chaussures doit être adaptée à la pointure de quelqu'un. Une monnaie, ça doit être avant tout adapté à son économie. Et le problème de la France, c'est qu'on a une monnaie qui est trop chère par rapport aux structures de notre économie. Merci Charles-Henri Gallois. Je vais quand même